Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. L'actualité internationale nous emmène où? On va au Centrafrique. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe, notamment il faut savoir que il y a une juridiction spéciale qui avait été créée là-bas en 2015 pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et toute forme de violation grave des droits de l'homme à l'issue de la guerre civile qui avait suivi, si tu veux, la prise de pouvoir de l'ancien président François Bozizé jusqu'à sa chute, c'est-à-dire en 2013. Il faut savoir qu'en 2013, François Bozizé avait été renversé par une coalition de groupes armés majoritairement musulmans qu'on appelait la Seleka. Et à l'issue de cela, François Bozizé avait donc essayé par divers stratagèmes de reprendre le pouvoir par la force. Notamment, il est considéré par la justice centrafricaine comme l'instigateur de ce qu'on a appelé ensuite les anti-Balaka. Ces anti-Balaka qui sont aussi des groupes armés qui sont constitués majoritairement de chrétiens et d'animistes et qui étaient, selon la justice centrafricaine, instrumentalisés par François Bozizé pour essayer de reconquérir le pouvoir qui lui avait été arraché par la force en 2013. Il ne faut aussi pas oublier que François Bozizé avait décidé de prendre la tête d'une coalition, de groupes armés en 2020, qu'on appelait la coalition des patriotes pour le changement, la CPC. Et cette CPC avait notamment menacé le pouvoir de Faustin Archange Touadéra. Celui-ci n'aura trouvé son salut que grâce à l'appui notamment de Moscou qui avait envoyé sur place des paramilitaires de la société civile Wagner et permettre ainsi de repousser les forces de la coalition des patriotes pour le changement loin de Bangui, et ce qui avait obligé François Bozizé de prendre le chemin de l'exil, d'abord au Tchad, puis maintenant en Guinée-Bissau, le président Umaru Embalo Sissoko lui a offert l'exil. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qui est reproché notamment à François Bozizé par la CPS, donc la Cour pénale spéciale. C'est une cour qui est composée, ça c'est d'abord une grande première, c'est une cour hybride qui est composée à la fois de magistrats et d'enquêteurs centrafricains et internationaux, notamment qui viennent de l'ONU. Et donc, comme je l'ai dit, cette Cour pénale spéciale a pour objet d'enquêter, de traquer, de juger tous les auteurs de crimes très graves, de violation de crimes de droits, de violation des crimes contre l'humanité et des violations des droits de l'homme particulièrement violents. Et ce tribunal, cette cour pénale spéciale avait déjà commencé à travailler, puisque un certain nombre de personnalités avaient déjà été condamnées, arrêté puis condamné, jugé et condamné. Et évidemment, François Bozizé, étant donné qu'il ne réside pas actuellement sur le sol centrafricain, a donc fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour que celui-ci, émis donc par cette CPS, afin que évidemment François Bozizé puisse venir répondre de sa responsabilité auprès de cette dernière. Il faut savoir que les juges de la CPS ont estimé que il y avait l'existence d'un faisceau d'indices très grave et concordant à charge contre M. Bozizé et qui était justement de nature à engager sa responsabilité en sa qualité à la fois de supérieur hiérarchique et de chef militaire. Alors, il faut savoir que ces crimes militaires ont été perpétrés à Bossembélé. C'est une ville qui est au centre de la Centrafrique, au centre du pays, et elle a la particularité d'être à la fois une prison et un camp militaire. Et donc, à l'intérieur de cette prison-camp militaire, notamment, il est reproché à certains membres de l'ancienne garde prétorienne de François Bozizé d'avoir commis un certain nombre de crimes, de meurtres et d'être même responsable de disparitions forcées, de tortures, de viols et d'autres actes inhumains. Et donc, c'est justement pour cela que, évidemment, comme je l'ai dit, le mandat d'arrêt international a été émis contre François Bozizé. Maintenant, la difficulté reste de savoir, est-ce que le président Umaru Embalo Sissoko va évidemment appliquer les directives de cette Cour pénale spéciale. Pour le moment, les autorités bissau-guinéennes ont estimé qu'elles n'ont pas encore été formellement saisies par la Cour pénale spéciale centrafricaine.
parce que le droit voudrait que dans le cadre de la coopération judiciaire, les autorités bissau-guinéennes appréhendent M. François Bozizé et l'extradent vers la Centrafrique. Sauf que pour les autorités bissau-guinéennes, la loi bissau-guinéenne n'autorise pas d'extradition. Et donc, pour que ce mandat d'arrêt puisse être appliqué, il faudrait d'abord changer la loi au niveau de la Guinée-Bissau. Maintenant, est-ce que la Guinée-Bissau va changer la loi ? Je crois qu'elle n'aura pas d'autre choix, parce que le président Umaro Embalo Sissoko s'est toujours targué d'être un véritable démocrate et un défenseur des droits de l'homme. Donc je crois que quelqu'un qui est très respectueux du droit international, c'est du moins l'image qu'il a toujours voulu donner. Et donc je ne pense pas que s'il y a une pression diplomatique et médiatique, diplomatique au sein notamment de l'Union africaine et même sous-régionale au niveau de l'Afrique centrale, accentuée aussi peut-être par une pression diplomatique de la part des Nations Unies, je ne pense pas que M. Umaro Embalo Sissoko n'ait d'autre choix que de faire appliquer ce mandat d'arrêt international-là. Donc il est clair que maintenant le mandat d'arrêt est lancé. Ce qui est clair, c'est que les jours aussi de François Bozizé en Guinée-Bissau sont comptés et qu'il est très probable, à mes yeux, qu'à un moment ou à un autre, en tout cas, il sera traduit vers la justice centrafricaine pour répondre des accusations portées contre lui. Mais ça ne va pas se faire maintenant, parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, pour des raisons procédurales, il faudrait peut-être faire changer d'abord la loi au niveau de la Guinée-Bissau pour y inclure le principe de l'extradition et ensuite se mettre en contact avec les autorités judiciaires centrafricaines, notamment celle de la Cour pénale spéciale, et enfin voir dans quelle modalité, garantir aussi d'abord la sécurité du président François Bozizé. Et je pense qu'à ce niveau-là, les nouvelles autorités centrafricaines n'auront pas beaucoup de difficultés à apporter cette preuve-là, parce qu'il ne faut aussi pas oublier qu'il y a encore des membres des Nations Unies qui sont toujours là-bas en Centrafrique. Ils ne sont pas tous partis. Et les Nations Unies travaillent en étroite collaboration pour tout ce qui concerne notamment les questions judiciaires liées à un certain nombre d'événements, non seulement qui datent de 2003 à 2013, mais aussi après, parce qu'il y a quand même eu des exactions, il y a quand même eu des violations des droits de l'homme importantes qui ont été commises. Et donc, à ce titre, il y a une très forte présence onusienne encore à Bangui. Et donc, de ce fait, je pense que le président Umaro Sissoko Embalo n'aura pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté du droit international, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier, la Guinée-Bissau n'a pas la même puissance diplomatique que la Russie, la France ou un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, c'est un pays pauvre. Je pense qu'une petite pression européenne ou américaine et le président bissau-guinéen sera obligé de faire signer le décret d'extradition de François Bozizé vers la Centrafrique, et ce qui marquerait à la fois la fin du parcours, à la fois politique et militaire, de cet ancien militaire qui a occupé les plus hautes fonctions de l'armée centrafricaine. Il ne faut pas l'oublier, il était chef d'état-major déjà à l'époque de Bokassa, il était aussi chef d'état-major à l'époque de Félix Patassé, avant de le renverser en 2003 et d'occuper pendant 10 ans les postes de président de la République. Ensuite, on se rappelle de 2013 avec son renversement et le début de sa déchéance, grosso modo. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de la situation du président, de M. François Bozizé, qui devra répondre tôt ou tard, évidemment, des accusations portées contre lui dans le cadre de la période où il était à la tête de la République centrafricaine entre 2003 et 2013. Mais en ce moment, est-ce que la Centrafrique est stable ? En ce moment, disons que les 80% du pays est sous le contrôle du gouvernement grâce à l'appui des forces paramilitaires Wagner, grâce à l'appui aussi de Moscou, parce que Moscou tient par le bras, porte à bout de bras le président Faustin Archange Touadéra. Il reste encore des petites zones, notamment des zones minières, à peu près 20% du territoire, un peu plus au nord et un peu vers l'est, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ouais. Donc c'est un peu ces zones-là qui sont des zones minières où il y a beaucoup de diamants. Sans contrôle de l'État. L'armée centrafricaine n'a pas encore la capacité de pouvoir garantir, si tu veux,
le contrôle de l'ensemble du pays. Et c'est la raison pour laquelle peut-être l'arrestation de François Bozizé pourrait jouer un rôle, parce qu'il est considéré par les autorités à Bangui comme le véritable architecte, de celui qui tient la main aux quelques groupes armés qui subsistent encore et qui continuent à menacer l'intégrité territoriale de la Centrafrique. Et donc pour eux, le fait que si on arrête François Bozizé et qu'on le fasse passer devant la justice, qu'il soit jugé et condamné, il faut déjà savoir qu'il avait été condamné par un autre tribunal à Bangui, et qu'il avait été condamné à des travaux forcés à perpétuité pour son rôle joué dans aussi un certain nombre de violations de droits de l'homme durant la période où il était président. Donc si on l'arrête, et pour les autorités centrafricaines, l'arrêter, le juger, serait aussi un moyen de mettre un terme à cette instabilité qui perdure encore dans certaines zones de la République centrafricaine, étant donné les liens qui subsistent entre François Bozizé et certains groupes armés qui continuent de combattre les forces régulières de Bangui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Udafresh Morning. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, sur Radio Sud, hein, c'est ça, tu connais? Oui, bien sûr, Sud Radio. Sud Radio, où les gars, ils recevaient un gars qui disait que les États-Unis ont levé des sanctions sur les banques russes. Oui, c'est une question de... Une décision qui date du 29 avril et qui va tenir jusqu'au 1er novembre. Oui, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix. Vous savez, quand on disait qu'on va sanctionner la Russie, on va saisir les avoirs, on ne peut pas saisir les avoirs d'un État. On peut tout au plus les geler. D'accord ? Même à l'échelle individuelle, hein, quand vous avez un problème, avec soit l'État, par exemple, vous ne payez pas vos impôts, vous avez un problème avec un tiers, un problème commercial, la banque ne peut pas saisir vos biens comme ça et en disposer à sa guise. Non, tout au plus, elle peut les geler, elle peut bloquer, vous empêcher d'y accéder, mais elle n'a pas le droit d'y mettre la main. Donc c'est la même chose au niveau des États. Christine Lagarde, qui est quand même la gouverneure de la Banque de France, de la Banque européenne, pardon, la Banque centrale européenne, qui avait été saisie par les présidents et chefs de gouvernement européens sur la question de savoir est-ce qu'on avait la capacité, les États européens, avaient la capacité de saisir les avoirs russes qui étaient dans les banques européennes pour financer la reconstruction de l'Ukraine. La réponse de la gouverneure de la Banque centrale européenne avait été claire, c'était un non, parce que ça risquerait de créer un dangereux précédent qui aurait pour effet de considérer que l'euro était devenu une devise compromise, dans la mesure où ça voulait donc dire que la Banque centrale européenne n'était plus capable de garantir la protection de ces avoirs-là à leurs propriétaires légitimes. Et donc ça jetait un discrédit. Ce qui devait accélérer le fait que des pays se détournent de la devise européenne pour commercer avec d'autres devises dont la garantie serait plus forte, notamment par exemple le yuan, voire même le yuan chinois ou le rouble russe. Donc c'est ça le risque qui était avéré. Les Américains aussi, ils n'étaient pas fous. Ils savaient que s'ils saisissaient les avoirs russes, ça devait accélérer la dédollarisation de l'économie mondiale. Parce que les pays allaient se dire que si à chaque fois qu'on a un problème avec les Américains, ça veut dire que ça nous expose à ce que les devises que nous avons en dollars et qui sont dans les banques américaines puissent être saisies et détournées à des fins, à des fins, comme bon leur semble pour les Américains, il vaut mieux donc ne plus utiliser les dollars et plutôt utiliser des devises dont la protection serait véritablement garantie. Et donc, les Américains, ils sont conscients de ça. Il faut savoir qu'en 1990, à peu près 70% du commerce mondial était en dollars. Et depuis le début du déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on est passé quasiment d'à peu près 60%, on est à moins de 45% d'échanges mondiaux qui se font en dollars. Ça reste toujours considérable, mais la dédollarisation s'accélère. Et lorsque vous regardez les comptes en devises de pays
des comptes en devises, notamment en yuan. Quand on regarde dans la banque centrale, on voit le yuan ou le rouble ou même les roupies indiennes, mais surtout le yuan qui commence véritablement à monter et qui devient une véritable monnaie alternative sur le plan commercial. Et étant donné que la Chine, c'est une véritable puissance commerciale, c'est la première puissance commerciale de la planète, et donc de ce fait-là, les pays donc commencent à se dire que, étant donné que si les Américains commencent à menacer un État en disant qu'on va saisir leurs avoirs parce que ces avoirs-là sont en dollars, et si à chaque fois le dollar, qui est normalement une arme, qui est un moyen de commercer, est utilisé par les Américains comme étant une arme politique, et donc il vaudrait mieux se passer de ce dollar-là pour utiliser des devises qui sont véritablement tournées vers un usage exclusivement commercial. Et c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, on assiste encore dans des proportions, certes, quand on compare le volume de commerce payé en yuan avec celui du dollar, c'est vrai, le dollar reste encore loin devant, mais cette dédollarisation, cette baisse de l'utilisation de la devise américaine continue, s'accentue. Et donc, les Américains sont parfaitement conscients de cette situation et je pense qu'ils n'ont, pour éviter une accélération donc, de ce mouvement de dédollarisation, ils ont dû se résigner au fait de lever ce type de sanctions-là contre la Russie. Les autres sanctions restent, c'est-à-dire que les avoirs russes sont gelés, mais ne pourront pas faire l'objet d'une saisie pour être utilisés à d'autres fins. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.